Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce lancement du 6e schéma de développement du tourisme et des loisirs. Alors le résultat d'une large concertation de l'ensemble des acteurs liés au tourisme sur l'ensemble du territoire. Alors tout au long de la matinée, vous aurez la possibilité de poser des questions via le chat. N'hésitez pas, nos invités tâcheront de répondre à un maximum d'entre elles. Alors avec moi, pour commencer, Danielle Milon, maire de Cassis, vice-présidente, bonjour Danielle Milon, vice-présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et présidente de Provence Tourisme. Et Isabelle Brémond, directrice générale de Provence Tourisme. Bonjour. Alors nous sommes réunis, je le disais, pour le lancement du 6e schéma de développement du tourisme et des loisirs. Alors il s'inscrit dans un contexte très particulier. Nous sortons d'une période de crise qui a fortement impacté le secteur. On en est où aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Alors tout d'abord, Caroline, permettez-moi d'avoir une très grosse pensée pour un peuple merveilleux qui est en train de vivre un drame, bien sûr, tout près de chez nous, à 1800 km. Bien sûr, je pense à l'Ukraine. C'est assez incroyable d'être heureuse de parler du tourisme aujourd'hui dans ce contexte dramatique qui touche nos démocraties. Et c'est une crise internationale très grave. Et puis juste avant, eh bien, nous sortons d'une crise, une pandémie qui a duré 2 ans. Et bien sûr, le monde du tourisme est frappé de plein fouet par les crises. Donc, une crise s'agglomère à une autre. Et qu'est-ce qui s'était passé avant ces crises? Le tourisme, depuis les années 60, a connu une croissance exponentielle. Si on pense que chaque année, c'est 2,5 à 5% de plus de tourisme sur ces décennies qui sont venus admirer nos beaux paysages et la Provence, le Bouches-du-Rhône sont une des destinations phares de France. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, il faut quand même se rappeler très vite, là, que sur ces 2 ans, nous avons connu le confinement, nous avons connu la fermeture des frontières, nous avons connu le couvre-feu. Et les restaurateurs et les hôteliers ont énormément souffert. Le monde du tourisme a été presque décapité, en tout cas momentanément. Nous avons pourtant, dans les Bouches-du-Rhône, bien résisté, mais malgré tout. Et c'est 49 à 50% des hôtels et des restaurants qui ont vu une chute de la destination Provence énorme. Alors l'hôtellerie, mais pas seulement. Le monde de la culture, les croisières, les congrès? Tout à fait. Plus de croisières, plus de congrès, plus de spectacles, tout ce qui fait la richesse culturelle, sportive, événementielle de la Provence, tout s'est arrêté brutalement. La vie touristique s'est arrêtée. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'État et les collectivités n'ont pas arrêté non plus d'aider ce monde-là, le monde du tourisme qui était catastrophé. Nous savons aujourd'hui que pour retrouver cette croissance de 2019 et ces déplacements fantastiques tous ces touristes qui ont découvert notre belle Provence, il faudra que la situation se stabilise. Alors, avec cette nouvelle crise, elle n'est pas complètement stabilisée, sans doute, mais ça va venir, il faut rester optimiste.
Les attentes des clientèles, en tout cas, c'est certain, ont changé, ont été modifiées avec cette crise. Et quelque part, ça nous aide à regarder tous ensemble autrement. Les fondamentaux sur les séjours, les clientèles attendront toujours des destinations où on leur propose, parce qu'il faut proposer des offres vraiment très attractives. Et c'est sans grande difficulté avec ces paysages fabuleux, puisque 50% du territoire est en espace naturel. Ces sites phares que nous avons, c'est toutes ces pépites qui peuplent notre Provence. Mais ils veulent plus de nouveautés, les touristes. Ils veulent plus d'insolites, ils veulent plus de découvertes, ils veulent plus de rencontres. Et les rencontres, c'est essentiel pour aller découvrir vraiment notre territoire et profondément. Ils veulent plus de confort et tout ça avec une qualité exemplaire, plus d'accessibilité et un bon rapport qualité-prix. Donc en fait, leurs attentes ont tout de même beaucoup évolué. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ils ont beaucoup évolué et les visiteurs sont et seront toujours en demande aujourd'hui de points très précis. D'abord, ils souhaitent qu'on assure absolument avec les médecins, avec les prises en charge médicales, leur sécurité sanitaire. Ils ont été profondément choqués, les touristes, par ce qui est arrivé, pas que, hein, nous aussi d'ailleurs. Bien sûr. Et puis, ils veulent également qu'on assure leur déplacement, leur sécurité. On est quand même encore marqué par d'autres événements, parce qu'il y a eu du terrorisme aussi. Espérons qu'ils ne renaissent pas, mais il faut quand même assurer leur déplacement. Et puis, il faut absolument, et ça c'est une demande qui se fait jour déjà, les assurer aussi de notre engagement pour la planète, d'un autre tourisme complètement, Caroline. Alors ça, on y reviendra un peu plus tard. Ce schéma touristique, Daniel Milon, comment vous l'avez construit? Vous êtes allé sur le terrain, vraiment, à la rencontre des acteurs? Alors, on l'a fait comme on sait faire. C'est-à-dire que le propre de Provence Tourisme, c'était travailler dans la proximité avec les institutions, avec les maires, avec les offices de tourisme, avec tous les professionnels du tourisme et le monde du tourisme. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a travaillé pendant près d'1 an par bassin de vie, puisqu'on ne parle plus de territoire, mais les bassins de vie, c'est aussi ce qui nous forge un territoire d'exception, avec des différences énormes par bassin de vie. Et donc, on est allé rencontrer les élus, on est allé rencontrer les maires, on est allé rencontrer les professionnels du tourisme, on les a tous vus, quasiment tous, en tout cas on a vu plus de 300 personnes, et travailler ensemble avec les présidents de communautés, avec les maires, je vous le disais, avec les directeurs d'office de tourisme, sur leur propre territoire. C'est extrêmement riche, les échanges étaient forts, on a pris du plaisir à se rencontrer et à travailler ensemble, et c'est donc, nous ne sommes pas seuls. La cheville ouvrière, c'est bien entendu Provence Tourisme, mais nous avons travaillé ensemble et c'est un projet de territoire partagé. C'est-à-dire que c'est une co-construction qui, je pense, va vous plaire. Aujourd'hui, nous regardons dans la même direction tous, parce que nous avons tous fait la même constatation. Aujourd'hui, le tourisme a évolué et se tourne violemment, avec force et passion, vers un tourisme durable. Et ce tourisme durable, nous allons le construire. Et il est déjà tout à fait détaillé et construit dans le document qui est ici sur la table, Isabelle, puisque tu peux montrer d'ailleurs, on va le montrer. parce que c'est un très beau document, donc c'est notre schéma de tourisme départemental. Il est ambitieux et c'est la co-construction très dynamique que nous avons forgée
au fil des mois. Alors justement, sur le terrain, vous avez été confronté à quel type de questions? Quelles étaient leurs attentes véritablement? Alors, on retrouve les mêmes questions clés un petit peu partout sur le terrain. Et on retrouve aussi, je tiens à le souligner, dans notre département, des maires très concernés par le tourisme et tout à fait conscients de la richesse économique que représente le tourisme. Au cœur de ces questions, il y a la répartition du flux touristique sur des sites phares. On est bien sûr tous d'accord, on arrive à être saturé dans certains sites phares par le touriste et la population autochtone, que d'ailleurs nous voulons absolument se faire se rencontrer, ces deux populations. Et pour ça, il s'agira de travailler sur le glissement d'une population extrêmement dense sur les sites phares vers d'autres destinations qui sont en demande et qui attendent plus de tourisme chez eux. Voilà, c'est un gros chantier à investir, mais nous sommes prêts. Et puis, il y a aussi, nous avons consulté les directions du conseil départemental et qui œuvrent directement ou indirectement sur le tourisme. Alors, toutes les directions, parce qu'elles sont toutes concernées, que ce soit l'éducation, que ce soit l'agriculture, que ce soit bien sûr tout ce qui touche la mobilité dans le monde du tourisme et les relations internationales ou les grands projets. Et enfin, nous avons organisé des séminaires professionnels et des ateliers participatifs pour entrer dans le vif du sujet sur les thématiques, les valeurs ajoutées que représente ce changement dans le monde du tourisme. Voilà, aujourd'hui, le tourisme prend une autre forme avec l'accent sur l'accueil, avec l'accent sur l'hospitalité, parce que nos touristes, ils veulent rencontrer les gens du cru. Et finalement, on sait faire accueillir avec le sourire et le soleil. Donc c'est un grand virage que nous allons prendre ensemble. Alors nous allons cheminer toute la matinée à la découverte de ce schéma. Pensez à poser des questions via le chat, n'hésitez pas, elles seront transmises à nos invités. Alors Daniel Milon, pour ce territoire, c'est quoi votre projet vraiment, votre ambition? Notre projet, c'est qu'on change de mode d'action, c'est-à-dire qu'on va passer d'une logique de conquête à une logique de protection. Protection de notre très bel environnement, en partageant, en protégeant, en s'assurant que nous faisons tout pour sécuriser à long terme ce qui fait la force de notre valeur ajoutée, c'est-à-dire cette beauté naturelle qu'il y a dans tous les sites et encore une fois, cette identité, cette authenticité qui caractérise les plus beaux lieux de la Provence et les plus inconnus aussi, qu'il faut découvrir. Nous avons, je vous le disais, nous avons cet amour du terrain et ce travail sur le terrain, et ça nous aide beaucoup. Eh bien, nous allons continuer, ça va s'organiser sur le terrain avec tous les maires et avec tous les professionnels du tourisme. Et ces résultats et tout ce que nous allons organiser, c'est le résultat donc d'une large concertation, d'un travail qui se veut très dynamique avec tous mes collègues maires, entre autres, mais c'est l'exigence du terrain, c'est l'exigence des élus et c'est aussi l'exigence des professionnels. Voilà, les acteurs du tourisme savent bien que l'attractivité, c'est quelque chose qui doit s'affiner, qui doit se travailler, qui doit s'amplifier, mais encore une fois, dans une logique complètement différente, avec des démarches beaucoup plus écologiques dans lesquelles nous voulons nous engager. C'est une mission. C'est une mission et nous devons rendre ce tourisme terriblement responsable. C'est ce que nous engageons à faire. C'est la seule solution pour résister aux aléas de toutes ces crises. Il y en aura d'autres. Elles pourront être climatiques, elles pourront être encore sanitaires, je ne le souhaite pas, démographiques, mais nous devons absolument nous engager en ce sens. Oui, ça c'est absolument nécessaire. Ça se fait ailleurs? Vous avez des exemples à nous donner? Ça se fait dans le nord de l'Europe depuis longtemps.
Ils le font sans bruit, mais ils le font très bien. Je crois qu'ils font... je crois que dans certaines villes, ils font signer, dans certaines régions, un manifeste à tous les gens qui rentrent sur le territoire. Ils doivent accepter ce manifeste et le prouver par leur action. Ça peut nous donner des idées. Oui, je pense que ça peut être quelque chose de nouveau qui finalement n'est pas très compliqué à mettre en œuvre avec nos offices de tourisme. Si on prend Barcelone également, Barcelone, elle a été noyée sous le flot des touristes. Donc, ils ont pris leurs affaires en main pour résister parce qu'il y avait les citoyens, les autochtones étaient révoltés. Ils ne voulaient plus de touristes. Or, le tourisme, encore une fois, chez nous, c'est 8% de notre PIB et donc c'est important. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont lancé un mouvement pour que les citoyens de Barcelone acceptent les touristes et ils se sont lancés, eux, vers un travail de label, un label de biosphère de destination touristique responsable, en co-responsabilisant les visiteurs et les habitants. Et ça marche, parce que les habitants aussi, ils doivent se sentir responsables et porteurs d'une vraie mission pour leur territoire. Et puis, nous avons aussi la démarche de Green Morbihan, qui est exemplaire, qui propose des activités et des vacances qui préservent la nature et qui préservent l'homme. Tout ça c'est bien, et ça implique que nous devons être sur la recherche novatrice en permanence et réinventer, inventer, voir plus loin. Et vous réinventez là, donc ça veut dire qu'un modèle de développement touristique différent est possible. Un modèle où on s'engagerait tous davantage. Mais bien sûr. D'ailleurs, vous savez, c'est les jeunes qui nous donnent l'exemple. C'est ça. Eux, ils sont sensibles, ils savent faire, parce qu'ils ont compris qu'il fallait sauver la planète. Nous, nous sommes installés dans un certain confort, mais tout ça, ça va changer. Il nous bouscule. Voilà. Donc, il faut développer absolument le tourisme responsable, et c'est ce que nous allons faire, n'est-ce pas, Isabelle? Absolument. Avec toute notre équipe, mais nous sommes déjà engagés. C'est d'abord prendre des engagements forts, la mutualisation. Nous sommes obligés de travailler ensemble, de mutualiser notre travail, de mutualiser nos moyens aussi, et de regarder vers des objectifs que nous atteindrons ensemble. Là encore, nous avons un exemple depuis 2016, nous l'avons signé en 2015, mais nous le pratiquons depuis 2016 vraiment, c'est le contrat destination, qui a été re-signé avec les services de l'État, avec notre ministre de tutelle et le ministre des Affaires étrangères d'ailleurs, Monsieur Le Drian, en 2018, et que nous allons re-signer, je pense, en 2022. Donc c'est un très grand succès, nous en sommes très fiers. Nous avons, sur ce projet, nous avons 30 partenaires et nous avons les Bouches-du-Rhône, mais pas que, puisque nous avons trois départements, en plus des Bouches-du-Rhône, qui travaillent sur ce projet Destination Provence vendu à l'international. Et puis, il faut faire un travail le plus proche possible du territoire. Encore une fois, nous savons faire et nous nous engageons à faire un travail toujours plus proche sur le terrain parce que c'est plus efficace. Ensuite, il va falloir expérimenter, Isabelle, tester, innover, comme vous avez admirablement fait avec Provence Tourisme en 2013, puisque là, bien entendu, je pense à Fluvision Tourisme, que vous avez su intelligemment mettre en place pour suivre les déplacements sur Marseille, capitale de la culture, suivre les déplacements des touristes dans toute la Provence, avec notre partenaire qui était le groupe Orange. Donc, continuer à inventer de cette manière-là, de manière subtile quand même, puisque en 2013, c'est Provence Tourisme qui était à la manœuvre sur une expérimentation. Et aujourd'hui, Caroline, savez-vous que dans tous les départements de France, ce système a été mis en place. Donc on est assez fiers, quoi. Parce que être comme ça au départ d'une belle expérimentation et d'un outil exemplaire, c'est bien. Et nous avons aussi Provence Travel Innovation, qui est une aide formidable que nous donnons aux start-up
donc aux jeunes, donc ça c'est formidable, aux On jeunes y revient. qui travaillent sur le tourisme et qui cherchent toujours des outils plus pointus. Voilà, donc oui, ensemble pour le tourisme, on va être meilleur. Voilà, c'est la punchline de la matinée. Isabelle Brémond, vous avez été très sage jusque-là. J'ai écouté attentivement. C'est ça, c'est à vous. J'ai pas fait d'erreur. Non, tout était parfait. C'était parfait. Vous avez édité donc un document sur ce 6e schéma que chacun peut consulter d'ores et déjà. Il est disponible. Voilà, on n'est pas là pour tout dire, on n'a pas le temps malheureusement, mais on peut au moins donner les 3 grandes orientations. Absolument. Alors, je vais commencer par les orientations Ouais. et puis on viendra aussi au programme d'action. Aux actions concrètes juste Parce que après. c'est bien d'avoir une ambition, des enjeux qui sont importants, une vision pour le territoire. Mais ce qui est important, et ça a été largement dit par Daniel Milon, il faut agir. L'idée, c'est vraiment d'avancer ensemble avec les acteurs du tourisme pour faire avancer ce territoire qui est absolument magnifique. Alors, on a 3 grandes orientations pour un tourisme responsable. Je pense que tout le monde a compris. Alors, on était déjà dans cette vision-là, on va dire, dans les schémas précédents. Mais là, avec le contexte sanitaire, ces tendances qui ont été accélérées, vraiment on a pris, j'allais dire, un pas de plus, une accélération énorme sur ce sujet-là. La première orientation, c'est la régulation des flux. Ça, c'est absolument nécessaire. Dans un département qui compte 2 millions d'habitants, 50% d'espaces naturels préservés, 3 identités fortes avec la Provence, la Camargue et Marseille, on a des territoires dans le territoire. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un étalement de la fréquentation dans l'espace et le temps. Pourquoi ? Pour avoir aussi des emplois durables, pour développer harmonieusement ce territoire. Donc, c'est un enjeu majeur, la régulation des flux. Donc, il faut travailler dans une logique de complémentarité. Je reviendrai sur les programmes d'action. On a des territoires qui sont surfréquentés à certaines périodes de l'année, d'autres pas. Il faut essayer de jouer la complémentarité dans ce territoire. Ensuite, on a une deuxième grande orientation qui est très importante pour nous, et c'est un peu le cœur de ce schéma cette année, c'est transformer les touristes en voyageurs grâce à l'expérience Provence. Dans cette expérience Provence, j'ai envie de vous dire, quand on voyage, en fait, bien sûr, on va voir des paysages, des sites fantastiques, mais qu'est-ce qui reste en nous quand on voyage? C'est la rencontre aussi avec l'habitant. C'est être aussi contributeur et apporter quelque chose au territoire qu'on va rencontrer. Donc, dans ce contexte ultra concurrentiel, l'image positive, on voit bien, elle n'est pas suffisante. Et donc, on va créer cette expérience Provence. On va la travailler. Il y a des programmes d'action avec les professionnels, avec les acteurs du tourisme, avec les élus, pour faire en sorte que la promesse que l'on fait, elle s'accompagne de réalité et que voilà, le voyage ici soit absolument extraordinaire. L'expérience Provence, c'est une rencontre évidemment sensorielle avec le territoire, mais il y a une dimension aussi culturelle et puis une assurance d'une rencontre avec les résidents. Et enfin, une dernière orientation qui est cultiver une attractivité à haute valeur responsable. C'est vrai que l'attractivité du territoire, elle est énorme, on la connaît. Et évidemment, là, on rejoint les 2 autres orientations, qui est évidemment la notion de la régulation des flux et de l'expérience Provence. Et donc, elle doit être repensée pour qu'elle draine des visiteurs d'une façon plus étalée toute l'année. Elle s'appuie évidemment, cette attractivité, sur les avantages concurrentiels, les filières fortes du territoire, on les connaît, la gastronomie, la nature, la culture, les loisirs de pleine nature, une offre compétitive au niveau international, un parc hôtelier à niveau, des équipements, des infrastructures qui permettent d'accueillir des visiteurs de plus en plus exigeants, et puis dans la notion d'attractivité, on a ces grands rendez-vous qui vont arriver dans peu de temps. On a parlé du contrat de destination, qui est un projet qui réunit 30 financeurs, mais on a la Coupe du Monde de rugby en 2023, on a les JO en 2024, donc on est quand même, je veux dire, sous le focus de l'actualité, et donc cette attractivité à haute valeur responsable, elle est très très importante. Alors je redonne les 3 grands axes. Réguler les flux, transformer les touristes en voyageurs grâce à l'expérience Provence et cultiver une attractivité à haute valeur responsable. Maintenant, les actions concrètes. Absolument. Les orientations, c'est important. Mais derrière, il faut qu'on ait des actions concrètes. On les mène à bien. Ça a largement été dit. On est vraiment, Provence Tourisme, un acteur de terrain. On est là pour développer harmonieusement ce territoire et donc au plus près des acteurs qui font eux-mêmes le territoire. Alors sur la gestion des flux, on a beaucoup d'actions. On a 18 programmes, je ne vais vraiment pas tous les citer, mais en citer quelques-uns. Peut-être 2. Nous allons
proposer des offres en dehors des tours Eiffel. Alors, ce qu'on appelle les tours Eiffel, ce sont les sites qui sont surfréquentés. Ouais. Il y en a beaucoup. On a beaucoup parlé aussi, par exemple, des Calanques cet été, mais il y en a d'autres. On a beaucoup parlé aussi, par exemple, des Baux avec des élus quand on a fait la concertation. Mais il y a des sites qui sont moins fréquentés et à d'autres périodes de l'année. Donc là, on va proposer, nous, les qualifier, les valoriser, ces offres qui sont moins connues sur le territoire. Ensuite, il y a toute la question de l'observation. On a déjà parlé de Fluvision Tourisme qui nous permet d'avoir des informations quasi en temps réel sur la mobilité sur le territoire, sur le déplacement des touristes. Ça nous permet aussi de mettre en place des stratégies derrière. Mais on peut travailler aussi sur de nouveaux indicateurs. On a beaucoup parlé dans le tourisme de quantité, du million de touristes. Ouais. On peut peut-être réfléchir à d'autres indicateurs qui intègrent par exemple les habitants, la qualité de vie des habitants, la gestion des déchets, la qualité de l'eau. Donc on va travailler au niveau local, mais aussi au niveau national avec ADN sur de nouveaux indicateurs. Et ensuite, on peut travailler aussi sur des outils numériques pour voir quels sont les seuils de fréquentation acceptables. Il y a déjà des tests au niveau des Calanques, mais on peut travailler aussi avec les musées. On peut aussi travailler sur des horaires flexibles. Donc il y a beaucoup de choses, ça a été dit largement. Il faut aussi qu'on considère que ce territoire et que Provence Tourisme, c'est aussi un lieu d'expérimentation, un laboratoire pour tester des choses et aller plus loin sur les questions du tourisme responsable. Et puis, dernier point, je pourrais en dire plein, mais sur la gestion des flux, on a un service d'accompagnement qui s'appelle Théma, d'accompagnement des porteurs de projets, qu'ils soient publics ou privés. Et là, on a lancé Écothéma. Tout acteur du territoire qui souhaite être accompagné dans des démarches écolabel, des démarches de transition énergétique, on sera là pour soit faire de la médiation, soit accompagner les acteurs. C'est aussi notre métier. Et puis, il faut être exemplaire. Donc Provence Tourisme va se lancer dans la norme ISO 20121 pour tous les événements, puisqu'on a un service événementiel. Alors, je n'ai pas tout dit, mais il y a déjà des programmes d'action assez concrets sur cette première orientation. C'est déjà tout ça aux 4 saisons, bien sûr. Ouais. Tourisme ça, aux 4 saisons. On va le dire souvent, je pense, ce matin. On part sur les 4 saisons. Ouais. On en parlera avec l'invité suivant. Ensuite, l'expérience Provence. Ouais. Donc là, on va avoir un programme d'accompagnement des professionnels. Donc on va avoir 2 niveaux, on va dire les ambassadeurs, ceux qui sont déjà expérience Provence. Ouais. Il y aura un système d'auto-évaluation. Et puis les aspirants, ceux qui souhaitent rentrer dans la démarche. Et là, on va avoir du coaching, un accompagnement personnalisé. On va aussi s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, parce que finalement, on voit que dans d'autres secteurs, on a aussi peut-être des bonnes pratiques à les récupérer pour aller plus loin sur la question de l'expérience Provence. Et puis, on va travailler à la labellisation. On en a parlé tout à l'heure. On est déjà en marche sur ces sujets. Écotable, clé verte, les VVF aussi, l'accompagnement sur les villes fleuries pour les communes. Et puis, on va travailler avec les secteurs, comme par exemple le Culture Store qui réunit 20 musées. On va aussi travailler sur l'expérience Provence ou la gastronomie, qui est une filière majeure pour le territoire. Et enfin, et je dirais que ça aussi, ça fait partie du cœur du sujet de ce schéma, la question de l'hospitalité. Passer de l'accueil à l'hospitalité, c'est un pas énorme. C'est-à-dire que la démarche d'accueil, on va dire, on est dans des services un peu traditionnels. L'hospitalité, c'est une vraie rencontre avec quelqu'un qui va partager aussi l'amour de son territoire, qui va donner les bons plans. Et ça, c'est un travail que nous allons mener avec les offices du tourisme et avec les habitants, pour qu'ils soient eux-mêmes ambassadeurs du territoire. Il y en a d'autres, je ne dirai pas tout. Et enfin, sur l'attractivité, on va s'appuyer sur les offres à forte valeur ajoutée, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis évidemment, tous les projets événementiels qui arrivent avec le rugby, les JO. Et là, on va évidemment, dans le cadre de ces événements, travailler sur un tourisme responsable, mettre aussi en œuvre une expérience Provence et travailler aussi sur, par exemple, le handicap, qui est aussi un sujet important qui va être aussi mis en œuvre dans le cadre de ces événementiels. Je dirais 2 mots sur la communication digitale, on y reviendra par la suite. On a lancé un nouveau site, on va dire myprovence.fr et puis myprovence.pro. Là aussi, en termes d'attractivité, c'est un outil très important pour développer la notoriété du territoire. On a le contrat de destination, un travail sur l'emploi et je finirai par l'innovation. On le dit, on le redit, mais il faut expérimenter, il ne faut pas hésiter à tester des choses pour avancer tous ensemble sur ce tourisme responsable.
Merci Isabelle. Encore une fois, on ne peut pas tout dire, mais le schéma peut être consulté dès maintenant, donc n'hésitez pas. Nous allons désormais regarder une petite vidéo parce que Christian Mourizard d'ADN Tourisme ne pouvait pas être là, mais il avait quand même un petit mot à vous dire. Avant tout, bonjour. Bonjour à Daniel Millon, bonjour à Isabelle. Et vraiment, beaucoup de regrets de ne pas être avec vous. ADN Tourisme, c'était une volonté politique, c'est toujours une volonté politique, d'abord de travailler ensemble. Et j'ai une pensée pour Marie-Reine Fischer et bien sûr pour Stéphane Villain, président délégué au titre des CRT et des ADT. Et je crois que durant ces 2 ans passés, nous avons fait la preuve de l'utilité d'ADN Tourisme à travers les épreuves que nous avons vues les uns et les autres, et de porter des projets ensemble. C'est le travailler ensemble qui nous a réunis et qui a réuni notre volonté. Une ambition partagée, hein. La fédération c'est 1100 structures, c'est 11 500 on va dire collaborateurs à travers le tourisme, de ce tourisme institutionnel. C'est d'abord pas seulement de se protéger, et de montrer aux uns et aux autres, et en particulier à l'ensemble de nos élus, quels qu'ils soient, de l'utilité d'avoir un tourisme institutionnel, d'être reconnu aussi vis-à-vis des institutions et de notre gouvernement. Et je crois que nous en avons fait la preuve, et je ne peux que remercier Jean-Baptiste Lemoine de toute l'attention qu'il porte à ADN Tourisme, puisque nous vice-présidions, on va dire, le comité de filière tourisme, et que nous partageons l'ensemble des réflexions qui ont cours aujourd'hui. Et effectivement, il y a énormément à faire dans le cadre de cette transition, pas seulement écologique, mais cette transition touristique. Le manifeste, écoutez, s'il y a une personne qui peut en parler mieux que moi, c'est bien Isabelle, puisqu'elle est la présidente de la commission de ce manifeste. Je crois que nous avons 10 points. Ça a été largement diffusé, mais je crois aussi, surtout, c'est de sensibiliser aujourd'hui l'ensemble des élus pour que, en fait, si tout un chacun doit défendre son territoire, le plus beau des territoires à défendre, c'est quand même le territoire national, c'est la France. Et donc, je crois que nous sommes dans cette action-là. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, vis-à-vis de Provence Tourisme, et par rapport à ce territoire que représente le département des Bouches-du-Rhône, avec des points très forts touristiquement parlant sur un plan environnemental et territorial. Je pense aux parcs nationaux des Calanques, aux 2 parcs régionaux, à la biosphère de Camargue inscrite au patrimoine mondial. Donc je crois que nous avons de quoi faire pour assumer cette transition touristique, et je vous fais entièrement confiance. Et bon travail à tous. Voilà, alors on a pioché 2 questions dans le chat. Alors une pour vous Daniel Millon, sur quelle base repose cette stratégie de tourisme durable? Alors j'aurais préféré sur quelle nécessité, mais je vais répondre en ce sens, c'est-à-dire que vous savez, notre diamant brut, c'est notre territoire, on l'a dit, on vous a expliqué, et ce territoire, il faut le protéger. Or, trop de tourisme peut tuer le tourisme. Donc c'est pour ça que ce respect, il faut le faire partager à nos voyageurs, avec nos citoyens, les habitants de ce territoire d'exception, et nous devons tout mettre en ordre, comme tu l'as dit Isabelle, et je l'ai dit je crois aussi, pour étaler la fréquentation touristique de manière à respecter cet environnement d'exception, dans le temps et dans l'espace. Et pour ça, nous avons des outils et nous allons nous efforcer de travailler tous ensemble. Et de travailler tous ensemble pour y arriver. Une question peut-être pour Isabelle Brémond, qui ne s'affiche pas pour l'instant. Oui, comment décliner l'expérience Provence sur la filière mer et les sports nautiques en particulier? L'expérience Provence, c'est une démarche, hein, c'est aussi un engagement. Donc je pense qu'on peut le décliner sur l'ensemble des filières et des activités. Hein. C'est une façon d'accueillir, c'est une façon de vivre le territoire, c'est une rencontre avec ceux qui sont les acteurs du territoire. Alors c'est vrai que l'expérience Provence, ce qui est difficile, c'est que c'est une expérience unique. Si on veut que l'émotion soit présente dans la rencontre, dans ce que va vivre le voyageur, c'est unique, mais je pense absolument qu'on peut le décliner et on travaillera, je ne sais pas si c'est un partenaire des sports et loisirs, mais
On reste à disposition pour échanger et construire ensemble la façon dont on va décliner l'expérience Provence sur cette filière. Sur ce point précis. Ok. Merci beaucoup, mesdames. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Caroline. Dans un instant, on va recevoir François Bélanger. Alors, François Bélanger, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes directeur de Transit City. Alors, pour commencer, on va déjà dire 2 mots de ce qu'est Transit City. Alors, Transit City, c'est une structure qui fait de la prospective, et notamment sur les enjeux de la ville, de la campagne, mais aussi du tourisme et du sport. On accompagne soit des promoteurs, soit des acteurs urbains. Je dis promoteurs parce que c'est les gens qui construisent la ville. Et de plus en plus, parmi mes clients, j'ai des gens du tourisme qui comprennent qu'on est en train de remettre un peu en cause nos schémas qui nous ont accompagnés depuis 60 ans et dont le précédent table ronde a bien rendu compte. On sent bien qu'il va falloir changer d'histoire. C'est ça, et on va en parler parce que depuis un bon moment, on parle de révolution de l'individu connecté. Le Covid a accéléré cette révolution numérique, forcément. Oui, d'abord, c'est une révolution qui n'est pas très vieille. Je vous rappelle que le premier OLA ou le premier AOL en France arrive en 96, donc ça a à peine 25 ans. Et toutes les révolutions industrielles sont beaucoup plus longues en général. Donc on a vécu une vraie révolution industrielle, au même titre que la vapeur ou l'électricité. Tout ça s'est déplacé sur un certain nombre de temps. Avant, c'était marginal. Enfin, on considérait que c'était juste un plus. Et puis avec la Covid, en fin de compte, ça a rendu ça nécessaire. Parce qu'en fin de compte, on a dû de chez nous travailler. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fin de compte, avant, on était connectés, mais c'était qu'un plus. Là c'est devenu, ça a complètement tout changé, c'est-à-dire qu'on a compris que le travail, maintenant, c'est un problème de connexion, pas de mètres carrés, que la consommation, c'est un problème de connexion et pas de mètres carrés, ce qui explique que le marché du bureau se casse la gueule, ce qui explique que les centres commerciaux se cassent la gueule, c'est-à-dire qu'on peut aller au centre commercial, mais il n'y a pas que ça comme solution là. Et ça change aussi, nous, notre position d'individu qui bouge, parce qu'un piéton, il y a 20 ans, il n'était qu'un piéton en ville. Voilà. Aujourd'hui, un piéton qui est connecté, avec son téléphone, il peut gérer les problèmes d'école de son gamin, il peut gérer les problèmes de boulot, il peut tout faire. C'est-à-dire qu'on est devenus, nous, à titre individuel, tous des PME ambulantes. Aujourd'hui, le piéton a énormément de pouvoir. Entre une paire de baskets et un téléphone, il fait ce qu'il veut, comme il veut, où il veut. Donc ça redéfinit tous les territoires, ça redéfinit le territoire qui était soi-disant le territoire de la ville ou le territoire du tourisme. Quand vous êtes en montagne, si vous êtes connecté, vous pouvez gérer des problèmes de boulot. Donc c'est en train de remettre complètement à plat, enfin, ce qui s'est créé il y a depuis 2 siècles, les 2 premières révolutions industrielles. Et parce que du coup, c'est quoi aujourd'hui aller au travail? Aller au travail, ça peut aller de sa chambre à sa cuisine. C'est ça. Voilà. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne va pas être du bureau et la fin du bureau, on travaille tous chez nous. Ça va être, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la prospective, c'est pas ça ou ça, c'est et ça, et ça, et ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'individu, il va avoir le choix. C'est-à-dire qu'il veut pouvoir travailler chez lui 2-3 jours par semaine pour être peinard et pas être embêté, même si parfois chez lui, c'est plutôt un désembêtement parce qu'il y a des enfants et c'est pas forcément agréable, mais il veut aussi pouvoir aller au travail. Donc il faut arrêter tous les grands scénarios qu'on a entendus sur la Covid et qu'on a entendus depuis quelques mois. C'est la fin du travail, c'est la fin des grandes... Non, c'est la fin de rien. C'est juste des territoires qui changent. Le marché du bureau va souffrir, et c'est pas forcément dramatique, il n'y a pas des gens qui, tous les jours à 9h du matin, se précipitent dans le même endroit, donc on va pas se plaindre que ce soit la fin du bureau. C'est simplement que ça va se penser autrement. Ça a des vrais enjeux managériaux pour les entreprises, parce qu'ils vont se récupérer des jeunes générations qui ont goûté au télétravail, ou en tout cas qui ont compris qu'on pouvait faire autrement. Ils vont devoir aussi gérer les quarantenaires et cinquantenaires qui ont découvert la Covid. Donc on est aujourd'hui à l'aube d'une révolution du travail, parce que toute révolution du travail industrielle amène une révolution du travail. Voilà. Donc on est pour, en tout cas, les gens du tertiaire et du bureau dans une vraie révolution. Après, ça va peut-être impacter aussi d'autres activités et ça va évidemment impacter le tourisme, puisqu'avant on associait tourisme à vacances et que le tourisme aujourd'hui, ça va être de moins en moins réduit aux vacances. Vous pensez qu'on y a pris goût au télétravail? Certains, oui. Certains, oui. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites qui prouvent que le confinement a été vécu très bien par beaucoup de Français. Moi, personnellement, je l'ai vécu en Bretagne devant la mer. Je ne me plains pas. Voilà. Mais non, mais en fin de compte, quand je l'avoue, en fin de compte, il y a plein de fois qui me disent « Ah, mais tout moi aussi ». Mais comme si c'était honteux, parce que c'est vrai qu'il y avait une population qui était vraiment, on pense aux infirmières, aux médecins, qui ont vraiment vécu ou des gens qui vivent dans les petits appartements. Ça je ne doute pas qu'il y ait une partie de la population qui en ait souffert. Mais en fin de compte, on a découvert quelque chose d'autre, une espèce de sérénité, d'abord de calme, parce que personne ne circulait. Et je me dis que quand même, culturellement et tout, il s'est mis un petit virus quelque part là,
Un virus. Un petit virus positif, pas un virus, voilà, qui est venu, en fin de compte, accentuer déjà la révolution numérique. Mais il faut bien comprendre que toute révolution industrielle, il faut qu'il y ait deux enjeux. Il faut qu'il y ait une nouvelle technologie, il faut qu'il y ait un défi sanitaire. La première révolution qui va donner l'haussmannisme, les villes françaises, comme on en connaît une partie ici à Marseille, c'est en fin de compte, c'est la vapeur, donc la locomotive à vapeur, et le choléra. Et en fin de compte, quand vous mettez les deux, on fait des gares, on fait des grandes avenues, et ça donne Paris. Après, vous avez l'électricité. L'électricité, ça permet à la ville de monter, parce que c'est l'ascenseur. Donc vous entassez les gens. Ça donne Manhattan, mais comment on entasse les gens? Il faut que les gens soient propres. Donc on invente la salle de bain. Voilà. Et donc Manhattan, c'est la salle de bain, le défi sanitaire, que les gens soient propres. Et en fin de compte, nous, aujourd'hui, on a quoi comme situation? On avait le numérique. Mais pour que ça bascule, il fallait qu'on y ait un défi sanitaire. Et en fin de compte, le défi sanitaire, c'était la Covid ou le Covid. Je sais que vous dites le Covid. Je préfère le, mais c'est pas grave. Alors, depuis tout à l'heure, je vous ai pas repris, vous avez remarqué. Oui, on va dire le Covid qui nous a enfermés. Et on a découvert qu'en fin de compte, ce qui était juste, a priori, quelque chose d'anecdotique, ou en tout cas qui devenait central, qui était je peux me connecter, je peux tout faire partout. Ouais. Voilà. Et on est là-dedans, et ça remet en cause, évidemment, comme c'est une révolution industrielle, les temps du tourisme, les temps du voyage, et c'est toute cette littérature qu'on voit aujourd'hui, qui est c'est quoi le tourisme demain, parce qu'en effet, ça a posé des questions. C'est quoi le récit? Justement, on va parler du tourisme. Je vous rappelle juste chez vous que vous pouvez poser des questions via le chat. Donc n'hésitez pas, vous pouvez d'ores et déjà poser des questions à notre invité. Alors j'ai une question un peu en mode vous avez 4 heures. Ouais. Peut-on encore dire tourisme égale vacances? Probablement de moins en moins, parce qu'en fin de compte, les temps et les lieux de tourisme vont changer, mais surtout ce qui va changer, c'est les temps. Les temps du travail vont changer, donc les temps du tourisme vont changer. Vous avez quand même de plus en plus de gens et d'entreprises où il n'y a plus personne le vendredi, il n'y a plus personne le lundi. La notion de week-end, ça veut dire quoi? Ça va être des notions de 4 jours. On voit déjà, d'ailleurs depuis une vingtaine d'années avec le numérique, on voyait bien que les cadres étaient de plus en plus connectés, même le week-end et tout. Les temps du travail étaient déjà en éclatement. Les lieux du travail vont être de plus en plus en éclatement, que ce soit au quotidien ou que ce soit de façon saisonnière. Donc non, quand quelqu'un part au ski aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps il va encore partir au ski avec le réchauffement climatique, mais on sait parfaitement qu'en gros, après la journée, on passe tous 1 heure sur un ordinateur, on regarde si on a des mails, on passe des coups de fil et tout. Donc on voit bien que la réponse hôtelière, qui était une réponse purement vacancière, il va falloir qu'elle se modifie complètement. Ce qui, à la limite, d'ailleurs, reviendrait à une logique qui était antérieure au tourisme de masse. Il faut bien comprendre, il y a quelque chose qu'il faut toujours regarder, c'est l'hôtel. L'hôtel a toujours été en avance sur la ville. En fin de compte, qui invente les deux grands modèles hôteliers? Ce sont soit les bourgeois anglais qui arrivent sur la Côte d'Azur, les Français sont sales, il fait chaud, il y a des moustiques, voilà, ça pue, c'est la Camargue qu'on visite, mais pour eux, c'est vrai. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font une ville qui remplace Londres. Donc la ville qui remplace Londres, ce sont les palaces. Voilà. Et donc, en fin de compte, les palaces de la Côte d'Azur ont de l'avance sur la ville parce que c'est là que les gens découvrent l'électricité, l'ascenseur, la baignoire. Enfin, c'est une vraie modernité urbaine. Ça, c'est le modèle anglais et c'est le modèle, en gros, du tourisme qui a été celui de français. Mais on voit bien qu'aux États-Unis, il y avait une autre logique. Comme le territoire est en train de se développer, l'homme d'affaires, il avait un wagon Pullman et il se déplaçait de ville en ville. Sauf que les villes étaient en plein développement. Donc, il voulait, lui, le confort. Il voulait le Telex, il voulait des choses comme ça. Et c'est donc, en fin de compte, l'hôtel. Mais c'est un angle business qui était le modèle. Voilà. Et d'ailleurs, ça donne le Waldorf Astoria, et la modernité du Waldorf Astoria va permettre ensuite de construire des buildings et des immeubles comme ça s'appelle New York, parce que les gens rêvent de vivre à l'hôtel. L'hôtel, c'est le modèle urbain aux Américains. Il y a deux modèles. Il y a la petite maison à la prairie ou l'hôtel. Et donc, nous, on a, en France et en Europe, on est resté sur la branche de l'hôtellerie pour du tourisme. Pour du mec qui a du fric et qui veut être peinard ou qui n'a pas de fric, mais qui veut être peinard. Voilà. Donc le service minimum, c'est le service minimum. C'est 80% des hôtels qu'on trouve partout en France, malheureusement. Très peu de services où le mec vous dit on a Internet. On dit c'est un peu le minimum syndical, quoi. J'espère aussi que tu as l'électricité, quoi. Mais non, mais c'est pas le sujet, quoi. Enfin, l'hôtellerie, mais surtout dans une région comme le sud de la France, ils ont tellement été peinards, les mecs, depuis 60 ans. Les touristes venaient tout seuls, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts. Hein. Donc qu'ils soient obligés de bouger maintenant, moi je trouve plutôt que c'est une bonne nouvelle, parce que c'est qu'on est dans la merde qu'on bouge, et là ils sont un peu dans la merde, donc ils vont devoir bouger, c'est une très bonne nouvelle. Mais si on revient à l'autre modèle de l'hôtellerie, ça peut être un espace de vie totalement du quotidien et aussi du travail. Et ça va toucher tout le monde, les stations de sport d'hiver qui vont falloir se réinventer avec moins de neige et tout. Donc, en effet, pour revenir à votre question, mais vous m'aviez donné 4 heures, c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps,
Non, il va falloir faire un nouveau narratif du tourisme. Mais le narratif du tourisme aujourd'hui, il est très récent. Hein. Enfin, je veux dire, ça a juste 60 ans, hein, l'idée d'aller au soleil et tout. Parce qu'on dit les congés payés en France entre les deux guerres. Oui, sauf que les Français partent en vacances simplement dans les années 50, 60. Voilà. Et c'est Brigitte Bardot qui rend désirable la Côte d'Azur. Mais avant, la chaleur, ça faisait peur. Avant, on rêvait, en fin de compte, plutôt d'aller dans le Nord. L'invention de la station balnéaire, elle se fait en Angleterre et sur la Côte d'Opale. Moi, je travaille aujourd'hui pour la ville de Boulogne-sur-Mer. On est en train de réinventer, c'est quoi la station balnéaire en Boulogne-sur-Mer. Mais la chance, c'est de dire, à la limite, les gens n'auront plus envie d'aller dans le sud parce qu'il fera trop chaud l'été, ils viendront à Boulogne-sur-Mer. Donc c'est quoi la promesse du tourisme en Provence quand une partie de l'année, il fera 40-45 degrés? Vous voyez? Donc vous allez avoir, sur le tourisme, il y a deux enjeux essentiels. Il y a les nouveaux temps du travail, les nouveaux temps des vacances, et puis le défi climatique. Voilà. Donc on est sur ces deux enjeux-là. C'est quoi la promesse? Moi, je suis breton et j'aime pas trop la chaleur. À chaque fois que je viens à Marseille, il y a toujours un cagole qui me dit « il fait beau chez nous » et tout. Et moi, ça me fait chier quand il fasse beau. J'aime pas la chaleur, j'aime pas transpirer. Vous êtes content d'être là quand même? Ah bah, je suis ravi d'être là parce que là, on est en hiver, donc ça me va bien. Mais moi, Marseille, j'adore Marseille en hiver, mais je déteste Marseille en été. Et puis tenir, vous prenez le taxi à l'aéroport ou à la gare, tenir, de plus en plus, au mois de juin, même le chauffeur taxi, il râle. Ils vous vendent plus Marseille, il fait trop chaud. Voilà. Donc on va être... Non mais c'est intéressant, c'est qu'en fin de compte, on a beaucoup vendu le froid. Depuis 60 ans, on vend la chaleur. On peut très bien imaginer que demain, on vend autre chose. Il y a des pays qui sont en train de revoir complètement leur tourisme, parce qu'ils sont victimes de chaleur. La Californie, on pourra en parler des heures. L'Australie, on pourrait en parler des heures, qui sont en train de se refaire un nouveau narratif, parce que le narratif qu'ils ont depuis 60 ans ne tient plus. Ça ressemble à quoi leur narratif? Ils sont en train d'essayer de se dire d'abord de remettre en cause les saisons, de se dire, en fin de compte, est-ce qu'on va continuer à communiquer sur l'été, de se dire, donc, parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit, toutes les études météorologiques qui sont faites depuis une dizaine d'années montrent que les périodes d'été sont de plus en plus longues dans l'hémisphère nord, mais aussi du côté de l'hémisphère sud, et que donc, en fin de compte, on va avoir des périodes d'hyperchaleur. Et donc, il va falloir distinguer un été qui est un été tel qu'on l'a connu depuis un certain nombre d'années, d'un été hyper chaud. Je vous rappelle juste que si vous regardez la carte de fin août de la Méditerranée, vous avez 53 incendies. Vous avez tout le pourtour méditerranéen qui est en feu. Et c'est que le début. Vous avez probablement vu le rapport du GIEC qui est sorti la semaine dernière. Donc, ils sont en train de se dire, ça va être quoi? Comment on va vendre les saisons? Et est-ce qu'en fin de compte, sur quoi on n'a jamais communiqué, par exemple l'hiver, ça va paraître un atout pour demain. Est-ce que, à la limite, pourquoi ne pas faire une fiction sur c'est quoi Marseille en 2045-2050 si, en fin de compte, la promesse, c'est c'est la Méditerranée, la fraîcheur, il y a moins de monde, ça correspond à ce qui s'est dit à l'échange précédent. Voilà. Et donc, est-ce que Marseille l'hiver, c'est pas le concurrent de Val d'Isère? C'est-à-dire qu'il va falloir complètement changer nos cartes. Et c'est-à-dire, il y a eu une question tout à l'heure là sur le maritime. À la limite, moi, je suis un voileux, donc je suis sensible au vent et j'aime pas la Méditerranée parce que c'est soit pétole, soit baston. Donc, je préfère que le vent soit un peu plus régulier. Voilà. Ça m'évite d'être encalminé. Donc, c'est quoi le récit qui va pouvoir se faire? Et donc là, en fin de compte, on peut très bien travailler sur des scénarios complètement alternatifs de la Provence. La Provence, avant, c'était Giono, c'était les moutons, c'était les trucs. Après, ça a été le rush. Et ça m'a fait plaisir d'entendre tout à l'heure, on va passer d'une phase de conquête à une phase de préservation. Mais c'est une vraie révolution. On est en train de tout changer. Quand on entend dire, et comme j'ai entendu Isabelle le dire, on va limiter les flux. Voilà. On est en train de tout changer. Et la Covid n'a fait qu'accélérer ça. Mais c'est le début d'une révolution. Mais moi, je trouve ça passionnant de vivre une révolution. C'est passionnant, c'est passionnant. Et si la saisonnalité de demain change, ça veut dire que c'est la fin des vacances d'été? Non, mais ça peut être les vacances d'été sur notre promesse. Ça, par contre, ça peut être la fin des vacances d'été là où il fait trop chaud. Ça peut être le début. Avant, on choisissait entre Marseille et Cassis. Maintenant, peut-être qu'on choisira entre Cassis et Glasgow. J'en sais rien, mais peut-être que l'Écosse deviendra une destination d'été. Voilà, c'est juste que le mapping et les références touristiques de ces 50 dernières années vont se changer. En plus, nous, on est toujours très fiers de notre pays, on est le premier pays pour le nombre d'accueil de touristes. C'est juste, il va falloir se poser des questions. Mais rassurez-vous, moi j'ai travaillé pour Val d'Isère en 2008, le maire de Val d'Isère m'expliquait que le réchauffement climatique, il ne serait pas touché, le mec. Ah bon? Ah oui, non, mais non, tout le monde, sauf lui. Et ça, non, mais ça, voilà, j'en entends des bêtises, vous voulez. Mais tout le monde a entendu des bêtises, parce que j'ai entendu la maire de Cassis tout à l'heure, je suis désolé, j'ai oublié son Daniel prénom. Milon. Voilà, merci, dire, les jeunes, ils vont nous ont dit, non,
Non, ça fait déjà longtemps qu'il y a des gens qui ont réveillé. Hein. René Dumont, il avait 69 ans en 1973, donc c'était pas un jeune. Il sort un bouquin qui est L'utopie ou la mort, voilà. Mais simplement, les écologistes, ils ne sont pas écoutés à l'époque. Elle est le représentant d'un parti, le LR, où en fin de compte, l'écologie n'a jamais été leur sujet. Bon, la catastrophe arrive, donc ils sont obligés de bouger. Moi, je m'en félicite. Hein. C'est pas dire il y en avait qui avaient des raisons, puis vous aviez tort. C'est pas le sujet. Mais on voit bien qu'ensuite, il y a des défis où toutes les cartes politiques, où toutes les références politiques sont aujourd'hui réinterrogées. On le voit sur le débat politique actuel de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on est dans cet enjeu-là de redéfinir absolument nos codes. Et le document qu'a fait la Provence sur ce qu'est le tourisme, c'est une première étape. Mais je veux dire, on va en avoir des étapes à franchir avant que ça change. Là, vous nous avez parlé de Don't Look Up un peu. Pour ceux qui ont la ref. Ouais, donc Look Up, ouais, sauf que donc Look Up, c'est un peu désespérant parce qu'on a aussi réduit ça à un problème de médias et comme si on ne pouvait pas faire. Et j'ose espérer qu'on peut quand même faire des choses et que tout le monde doit faire des choses et pas simplement les jeunes. Et pas qu'on arrête de dire, bah nous on s'est trompé, puis les jeunes ils vont faire. Non, non, moi j'ai jamais eu de voiture de ma vie, je me déplace qu'en vélo ou à pied. Je veux dire, non, c'est tout le monde doit être impliqué. J'ai 60 ans, hein, donc voilà. Il n'y a pas que les jeunes et je pense même que je dois être un peu plus écolo que mes enfants parce qu'ils n'ont pas de problème avec la bagnole et le téléphone portable. Je vous rappelle juste qu'on est en train de se référer au numérique. Le numérique, en 2030, c'est le plus gros pollueur de la planète. Hein. Donc on est en train de présenter comme une solution ce qui est en fin de compte une catastrophe pour le climat. Le numérique est aujourd'hui une catastrophe pour le climat. Quand on se parle des crypto-monnaies, la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est l'équivalent de la consommation énergétique de la Finlande. Oui, voilà. C'est bien de Donc rappeler, il va falloir aussi qu'on change un peu les codes. Oui. Alors il y a une question pour vous via le chat. Pouvez-vous nous décrire le touriste de demain? Non, je ne peux pas vous le décrire parce qu'il faut arrêter avec le. Il y aura les touristes. Cette idée qu'on est unidimensionnel, qu'en fin de compte on est déterminé, comme on essaie de nous faire croire que les générations Z où tous les gamins seraient pareils. Moi j'ai 4 gamins. J'ai 4 gamins, ils ont 10 ans d'écart entre l'aîné et le dernier. Ils sont totalement différents. Ils ont été élevés avec les mêmes codes au même lieu. Voilà. Donc les touristes seront multiples. Les touristes sont multiples. Et même le touriste, au cours d'une journée, il aura peut-être une envie, tout à l'heure on parlait du tourisme culturel, peut-être d'aller faire de la farniente sur la plage. Et puis il ira à la Randontéon écouter du piano. Et puis le lendemain, il voudra faire de l'escalade et tout ça. Et donc, le touriste, non, il n'y a pas de touristes. Et puis, entre le gamin, l'adolescent qui va changer 15 fois d'avis dans la journée, le senior, les seniors, il y en aura de plus en plus. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils vont vouloir, ces gens-là, surtout qu'ils ont connu le monde d'avant. Moi, je dis carrément le monde d'avant pour le Covid. Donc, non, évidemment. Et puis c'est ça qui est passionnant. Par contre, c'est en effet ça la fin du marketing avec les CSP, l'aménageur de moins de 50 ans et tout. Tout ce qui nous a rendu peinards, ce qui a rendu facile le marketing et la pub, tout ça, c'est fini. Ouais, il va falloir de plus en plus fin, de plus en plus intelligent. Autre question, la place du résident pour les territoires. La place du résident pour les territoires, je pense qu'il va peut-être vouloir se réveiller, le résident. Je ne sais pas ce que ça veut dire, le résident, hein, mais je vais... Voilà. Vous avez imaginé. Peut-être qu'il va arrêter de dire on est prêt à subir tout parce que le tourisme, c'est 8% du PIB et parce que le tourisme, ça fait vivre tout le monde. Je ne suis pas sûr que ce discours-là, il continue à tenir. C'est un peu, vous savez, comme le discours des « mais non, mais on fait des hangars parce que ça amène de l'emploi ». Ce discours, on est prêt à accepter n'importe quelle croissance économique parce que ça préserve l'emploi. Je pense quand même que dans les années qui viennent, ça va un peu piquer. Donc le résident, je pense qu'il y en a qui vont s'en féliciter du tourisme, et puis il y en a d'autres qui vont dire un peu ras-le-bol, quoi. Merci beaucoup François Bélanger. Merci à vous. On sent que ça aurait pu durer encore très longtemps, c'était passionnant. Merci. Merci beaucoup. Et on se retrouve dans quelques secondes avec Daniel Milon qui va nous rejoindre. Voilà Daniel Milon qui nous rejoint. Je vous laisse vous installer. Merci. Après cette petite parenthèse avec Monsieur Bélanger. Daniel Milon, Provence Tourisme a mis en place de nombreuses actions, on l'a un petit peu dit au début, pour soutenir le secteur touristique évidemment pendant cette crise sanitaire. Quels sont les résultats, si vous avez des chiffres à nous donner, et est-ce qu'il est prévu que cet accompagnement perdure, notamment cette année en 2022 ? Alors, oui. Ça va perdurer, bien sûr.
Vous savez, je vous le disais tout à l'heure, hein, en mars 2020, la crise sanitaire a marqué un coup d'arrêt brutal pour l'ensemble du secteur de l'économie. Le tourisme a été happé de plein fouet. Ça a été vraiment très, très dur à vivre. Très, très dur. Et nous nous sommes mobilisés pour soutenir le mieux possible toutes les entreprises. Le tourisme, en particulier le département des Bouches-du-Rhône, a soutenu beaucoup. La métropole Aix-Marseille-Provence et Provence Tourisme ont rassemblé l'ensemble de leurs moyens d'action et l'ensemble de leurs moyens d'action financière aussi, parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est le reste, dans le secteur touristique. Alors, le premier plan de relance a eu lieu en avril 2020. Nous l'avons lancé avec des opérations comme Sauve ton resto, ça a eu un succès fou, ça a permis à nos restaurateurs, à nos chefs étoilés de rester dans la lumière, pas tout seuls dans leur cuisine fermée. Ils ont continué à aller à la rencontre de leur clientèle. Ils ont travaillé dans des food trucks. Ils ont réinventé leur cuisine à l'extérieur, en plein air. Et les citoyens étaient très très contents de se retrouver face à leur restaurateur, face à leur chef. Ça a très bien marché. Il y a eu Provence Safe également. Et nous nous sommes vraiment engagés avec eux. Franchement, c'est pas ennuyé sur ces plans de relance, pas du tout. Voilà, et on pensait déjà à la reprise de la saison, et la saison a repris, et les gens se sont précipités dans les restaurants, ont retrouvé leurs habitudes, enfin un peu différemment, mais ils avaient quelques signes de bonne volonté avec les passes sanitaires à montrer, etc. Mais tout le monde a joué le jeu. Et puis la crise s'est poursuivie. Malheureusement, en 2021, second plan de relance avec encore beaucoup d'ingéniosité pour trouver, attirer les gens, continuer à travailler avec les restaurateurs. Et alors là, nous avons eu une enveloppe budgétaire de 500 000 € avec les tickets MyProvence qui ont été un dispositif phare de ce plan. C'est-à-dire que les tickets, ça représente quand même plus de 35 500 clients qui se sont inscrits, qui ont acheté des tickets avec des réductions énormes pour pouvoir aller se rendre dans les restaurants, acheter des plats aux restaurateurs. Donc c'était de l'emporter. 50 000 tickets utilisés, 500 000 € utilisés, pour un chiffre d'affaires qui a rapporté 1 500 000 €. Là, ça, c'est très concret. Je pense que c'est important de donner ces chiffres parce que depuis 2019, Provence Tourisme et le département, d'ailleurs, sont très engagés dans cette filière gastronomie. Ça représente quoi pour vous de travailler pour cette filière précisément? Alors d'abord, ça représente une merveilleuse aventure avec les chefs. Vous savez, ils adorent vivre. Ils adorent, ils sont très travailleurs et très exigeants et ils veulent la qualité. Première rencontre avec les chefs, je peux vous dire qu'on était 3 nanas face à 42 chefs tout en blanc avec les bras croisés comme ça. On n'en menait pas large pour notre démonstration et quand ils nous ont dit on marche à fond avec vous, ce que vous proposez c'est formidable, c'était le départ. Ça représente une aventure extraordinaire et nous l'avons mis en place. C'était une idée d'ailleurs de Martine Vassal, notre présidente. C'était un défi qu'elle m'a lancé et elle aime bien dire que j'ai mis à peu près 1 minute et demie à lui répondre oui, mais c'est vrai que j'étais portée par ma passion. Et pour moi, la gastronomie est très importante en Provence. Et franchement, jusqu'à cette expérience-là, il n'y avait pas beaucoup de touristes qui venaient pour la gastronomie. Aujourd'hui, ça aussi, nous l'avons révolutionné. Alors, ça représente 3000 restaurants, quand même. 20 chefs étoilés aujourd'hui, ce qui est formidable. Plus de 300 qui possèdent un label. 600 producteurs artisans de bouche, fruits et légumes, les plus beaux fruits et légumes de France.
la viande, confiserie, des IGP, des AOP, l'huile extraordinaire, l'huile d'olive. Et ce qui nous a plu, si vous voulez, c'est qu'on a aidé les agriculteurs, on a aidé nos artisans, on a aidé les viticulteurs, 180 agriculteurs en AOP ou IGP. Et cette richesse de nos paysages, elle s'est transformée en beauté et en richesse dans l'assiette. C'est une histoire millénaire, hein, finalement le voyage en Provence, et avec cette magnifique Méditerranée. Et franchement, c'est un authentique voyage que cette aventure de la gastronomie. Alors, bien sûr, elle célèbre la tradition, la création, les produits de la mer, mais pas que, les habitudes alimentaires qui étaient sobres en Provence, sous le soleil. On faisait de la très bonne cuisine, mais c'était de la cuisine avec déjà en contact direct avec la nature. Un poisson grillé, c'est la plus belle chose au monde. Ben voilà. Ça, c'est du durable aussi. C'était déjà l'expérience de Provence. vie, hein, à travers cela. Alors, la Provence a un patrimoine gastronomique extraordinaire, et cet engouement-là, c'est nouveau, l'engouement pour la gastronomie. Et nous sommes très heureux d'avoir participé à cette aventure pour rendre nos touristes, nos voyageurs, comme disait Isabelle tout à l'heure, nos voyageurs gourmands, en quête de bonheur, dans leur assiette aussi, comme sous le soleil. Et tout cela est valorisé bien sûr pour nous par la mise en valeur de tous nos produits locaux et de tous nos artisans qui font un travail extraordinaire et qui aiment travailler et qui travaillent dans la solitude et qui travaillent. C'est un dur labeur que d'être artisan, donc ils méritent qu'on les aide. Et là aussi c'est une réussite et nous avons plutôt intérêt à favoriser ce savoir-faire. Voilà, donc oui, la cuisine méditerranéenne, nous l'avons mis à l'honneur. Les chefs la mettent à l'honneur merveilleusement, mais pas que. Pas que les chefs étoilés, tous les chefs, nos artisans aussi. Un travail extraordinaire. Et Provence Tourisme perpétuera avec le département, bien sûr, cette aventure Marseille-Provence Gastronomie. Franchement, au départ, je ne pensais pas que 80 communes travaillent avec nous. Tout le monde a été porté par cette passion de la gastronomie provençale. Tout le monde y est allé. Et là encore, vous voyez, on travaille ensemble et on est plus fort. C'est ça. Et ça, c'est extraordinaire. Et enfin, le patrimoine gastronomique est reconnu en Provence et le travail des chefs qui est formidable également. Donc ça, on s'en réjouit. Daniel Milon, nous sommes à quelques semaines du lancement de la saison touristique. Vous l'envisagez comment, ce démarrage dans cette année encore un peu particulière? Écoutez, quand on a vécu cette longue période de Covid et ces reprises d'activités qui sont arrivées quand même assez vite, hein, il faut le reconnaître, après la mort subite, la renaissance subite. Ça. Donc voilà, moi je remarque que notre territoire a mieux résisté que beaucoup d'autres. Ça, c'est notre vivacité, notre envie de vivre en Provence. Hein. Et alors, je reste très, très confiante. Et je veux rester optimiste malgré ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Je ne veux pas y croire. Donc, on doit regarder l'avenir et rester optimiste pour tous nos jeunes, d'abord, qui nous entourent, mais pas que, hein, pour nous tous. Et comme vous l'avons dit tout à l'heure, nous allons nous orienter et nous engager tout de suite sur la notion d'accueil qui ne méritera pas une once de médiocrité. On doit être au top. Et nous le saurons. Une question peut-être de celles et ceux qui nous regardent via le chat. Est-ce qu'il y en a une pour Daniel Milon? Alors oui, alors sur le financement de ce programme, quels sont les moyens qui seront alloués sur le territoire? Alors, les moyens alloués, vous savez, à Provence Tourisme, avec Provence Tourisme et le département, bien sûr, qui nous aide beaucoup, et la métropole aussi, nous mutualisons tous les budgets. Donc, nous avons mutualisé tous les budgets que nous avons eus, et ça, les gens qui travaillent avec nous le savent bien, les offices de tourisme. Donc, nous allons continuer. Il y a la taxe de séjour, hein, vous le savez, elle retourne entièrement, cette taxe,
au niveau du tourisme, et ça c'est bien. Et puis, avec le schéma qui a commencé, avec vous aujourd'hui, avec vous tous et grâce à vous, il y a la loi 3DS qui se met en place pendant toute une année et qui nous aidera à tout solutionner au niveau du financement. Mais aucun souci, nous sommes là et nous assurons. Merci beaucoup Daniel Milon. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Dans quelques secondes, on se retrouve avec Chloé Chabrol-Griffiths, qui est la responsable des grands événements à l'Olympique de Marseille. Alors Chloé Chabrol-Griffiths, je le disais, vous êtes responsable des grands événements à l'Olympique de Marseille. Alors déjà, merci beaucoup de nous accueillir dans ce mythique stade Orange Vélodrome. Pour vous, j'avais envie de savoir, dans la continuité de tout ce qu'on s'est dit depuis ce matin et de nos échanges, est-ce que sport et tourisme, c'est indissociable ? Oui, bonjour à tous. Oui, évidemment, sport et tourisme sont indissociables. On le voit sur notre territoire, l'Olympique de Marseille et l'Orange Vélodrome sont des atouts indiscutables pour le tourisme. L'Olympique de Marseille, aujourd'hui, c'est le premier club français avec une des plus grandes bases de fans, 15 millions de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux et parmi nos différents programmes. Oui, parce qu'ils ne sont pas qu'à Marseille, ces fans, voilà, ils sont partout. 15 millions répartis en France et dans le monde entier. Donc c'est un atout indiscutable. On le voit, les matchs de l'Olympique de Marseille attirent. Nous avons la meilleure affluence de la Ligue 1. L'OM Tour attire également plus de 100 000 personnes par an pour visiter le stade. Il fait partie du top 3 des lieux les plus visités à Marseille. Donc on le voit, ces éléments sont indiscutables. En parallèle, nous développons également nous accueillons des MICE, donc toute l'année, c'est-à-dire des séminaires, des conventions. Donc nous pouvons contribuer comme ça au tourisme d'affaires, avec des espaces inédits, originaux, des grandes capacités. Voilà, on peut en témoigner. Voilà, on peut en témoigner aujourd'hui. Et en complément, nous développons une programmation diversifiée qui permet d'attirer encore plus de publics différents. Donc notamment, par exemple, qu'on accueille le concert des Rolling Stones en 2018. C'est l'unique date en France et dans toute l'Europe du Sud. Donc dans leur tournée, ça permet d'attirer des fans français, mais aussi européens. En 2017, nous accueillons les demi-finales du Top 14. Donc là, on a mené une étude avec la Ligue nationale de rugby et le CDES pour étudier ce public. Et on se rend compte que plus de 80% du public vient en dehors de notre région. Ah oui. Donc c'est vraiment... on sent que c'est très attractif. Et surtout, 80% des gens qui sont venus ont prolongé leur séjour. Donc c'était 2 matchs de rugby, ils ont prolongé, ils sont restés environ 4 jours pour visiter Marseille et ses alentours. Et 79% des gens ont déclaré vouloir revenir à Marseille pour découvrir encore plus la région. Donc ils ont été séduits. Ils ne venaient pas pour ça à la base, exactement. Mais ils ont été séduits. Voilà, donc c'est vraiment, ces événements sont des atouts indiscutables. On va renouveler l'expérience là avec les finales de Coupe d'Europe de rugby en mai 2022, où pendant 2 jours, on attend plus de 100 000 personnes. À date, 45% des acheteurs viennent de pays européens. Et parmi les acheteurs français, 60% viennent en dehors des Bouches-du-Rhône. Oui. Donc pareil, on sait, c'est des publics qui vont devoir s'héberger, qui vont consommer, qui vont devoir se restaurer, qui vont aussi vouloir découvrir en fait la région en dehors des matchs. Donc voilà, c'est des publics très intéressants pour notre attractivité touristique. Et on est sûr que les professionnels du territoire sont d'ores et déjà prêts à les et accueillir et à bien les recevoir. Voilà, c'est essentiel en fait dans toutes nos candidatures pour ce type d'événement. On met en avant aussi bien les atouts touristiques du territoire que les atouts techniques du stade. Pour nous, c'est vraiment aussi important.
parce que ça permet de donner des arguments infaillibles aux Bien sûr. organisateurs pour venir chez nous. Bien sûr. Alors bientôt les Jeux Olympiques également. Exactement. Comment vous l'abordez cet événement ? Alors pour nous, c'est déjà une grande fierté, un grand plaisir d'accueillir des épreuves du tournoi olympique de football au stade. Ça fait plus de 100 ans que les Jeux ne sont pas venus en France, donc voilà, ça sera un événement historique. Et on travaille donc en collaboration directe avec les équipes de Paris 2024 et les collectivités pour accueillir ce bel événement, pour le construire. Et le gros enjeu, en fait, va effectivement être sur l'impact touristique. On l'a vu sur des événements qui durent 2 jours. L'impact est énorme. Donc, sur un événement international de cette ampleur, cela va être encore plus important. Et c'est un public qui ne connaît pas le stade, qui ne connaît pas le territoire. Donc, il faut qu'on travaille sur l'accueil, il faut que tout soit parfait pour ces publics. Et d'autant plus que ça va être un atout touristique pour 2024, mais aussi pour les années à venir. Ce qui est important dans ces événements, c'est l'héritage qu'on garde de cet événement et de l'expérience. Donc il faut déjà travailler dès maintenant à cet héritage et au futur touristique de la ville. Vous travaillez d'ores et déjà pour les Jeux Olympiques de 2024, même depuis de nombreux mois, j'imagine. Oui, même depuis quelques années. Il y a eu toute la période de candidature et maintenant on est dans la dernière ligne droite. Dans la dernière ligne droite. Ça paraît dire ça, c'est dans 2 ans, mais c'est la dernière ligne droite. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup Chloé. Merci pour cette intervention. On se retrouve dans quelques secondes avec Isabelle Brémond pour la suite de nos échanges. Alors Isabelle Brémond, c'est un grand jour aujourd'hui. Vraiment, le lancement du schéma touristique et Provence Tourisme qui sort également aujourd'hui son nouveau site web professionnel myprovence.pro. Dites-nous tout. Absolument, alors il est déjà accessible, j'imagine que certains de nos auditeurs l'ont déjà peut-être consulté. Alors ce site, il faut qu'il porte haut et fort, évidemment, notre engagement pour un tourisme responsable et durable, c'est vraiment l'idée. Et puis cet outil, il est pensé pour les professionnels. Son objectif, c'est de fédérer tous les acteurs du tourisme, les amener à penser et à agir pour préserver l'intérêt des générations futures. On l'a dit depuis le début de cette émission, mais on continue aussi à marteler cette idée-là. Alors pour nous, quand on l'a construit, on voulait qu'il soit inspirants, qui servent, qui permettent de former, d'échanger et d'initier. Vraiment, c'était les verbes qui nous ont permis aussi de définir et de travailler sur ce site internet. On a 4 espaces alors on est en train de découvrir. Le premier s'appelle Bienvenue chez nous. Donc là, c'est, on va dire, la carte de visite de Provence Tourisme. Au service de son territoire, on y retrouve nos engagements, nos valeurs, nos missions et nos services. Ensuite, on a le Labo de Provence. Et là, ce sont tous nos projets pour construire le tourisme de demain autour de la gastronomie, de l'attractivité, de toutes les filières dont on vient de parler précédemment. L'innovation aussi, c'est un sujet majeur, là aussi. Aussi le tourisme durable, la culture et évidemment l'expérience Provence. Ensuite, on a la source. Ce sont toutes les données du tourisme en Provence. Alors là, je fais un tout petit focus parce qu'on a beaucoup d'infos depuis toujours, que ce soit sur les clientèles, on a parlé de Fluvision Tourisme, sur l'offre. Et c'est vrai que ces données-là, on les utilisait pour nous, à la demande aussi de nos acteurs. Là, ce sera accessible à tout le monde et on peut même se faire son propre observatoire en zoomant sur des territoires. C'est vraiment un outil assez fantastique pour les professionnels du tourisme. Et enfin, j'allais dire presque la priorité, la place, c'est un lieu de partage, d'échange pour progresser ensemble. On s'y informe et on s'y forme. Alors vous ne vous arrêtez pas là, puisque le site grand public, myprovence.fr, lui, fait aussi peau neuve. Donc avant de nous en parler, je vous propose une vidéo pas banale, regardez.
Merci, merci à vous. C'est le meilleur. Alors Isabelle, 2 mots sur le site Le Média de Provence Tourisme. On vient de voir cette belle Alors, vidéo. c'est vrai que c'est un grand jour parce qu'on a un nouveau site pour les professionnels et puis pour le grand public. Le site myprovence.fr a fait peau neuve. Alors ce site, depuis 2017, il est le média en fait de Provence Tourisme. On a 3 millions de visiteurs annuels, donc c'est un site qui est vraiment largement diffusé, vu, mais c'est toujours pareil, hein, il faut se renouveler, les tendances changent. Le projet aussi nous permet aussi d'aller plus loin. Et aujourd'hui, on va multiplier encore les regards via des interviews, des portraits, des brèves, des podcasts, des vidéos, avec des rubriques à moi la culture, au grand air, passer à table, sous toutes les coutumes, donc évidemment l'agenda. C'est un site qui permettra d'être encore plus un média, au plus près du territoire, au plus près des questions du tourisme responsable et de l'expérience Provence. Et puis, on aime beaucoup la baseline qui est toujours locale, jamais banale. C'est joli ça. Toujours local, jamais banal. Alors une question, Isabelle Brémond, via le chat. Comment les offres des professionnels peuvent-elles être valorisées sur le site ? Alors, il y a deux éléments de réponse dans cette question. Premièrement, tous les professionnels qui ont une offre touristique peuvent être valorisés dans le cadre d'une base de données partagée avec l'ensemble des offices du tourisme du département, qui est la base de données APIDAE. Et toute l'information touristique est sur cette base de données et évidemment utilisée par l'ensemble des acteurs, notamment les offices du tourisme. Ensuite, s'ils veulent être valorisés sur le site myprovence.fr, il faut qu'ils se tournent vers nous, vers l'équipe digitale, voilà exactement, Okay. Gilles Roland ou l'équipe du digital. Et puis là, on pourra potentiellement aussi en faire, pourquoi pas, un sujet, une brève, un podcast. Bon, c'est, j'allais dire, un deuxième niveau de valorisation. Deuxième question, le site myprovence.fr va-t-il être traduit en anglais ? Non. C'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, ce site, c'est vraiment un média, donc c'est difficile de traduire, j'allais dire, autant de textes. Il s'adresse aussi beaucoup aux locaux, à la clientèle régionale et française. En revanche, on travaille sur l'international dans le cadre du contrat de destination, donc on a aussi des outils numériques qui sont des outils dédiés à l'international. Et donc en anglais. Ok. Je vous garde encore une petite seconde, Isabelle, avant de conclure. Un mot peut-être sur la semaine engagée qui démarre cet après-midi. Quel est le concept et quel est le programme ? Alors, on souhaitait, puisque pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment un événement important, on lance ce schéma du tourisme autour du tourisme responsable. On a 2 nouveaux sites et on s'est dit qu'il fallait, on ne peut pas tout dire, on a 2 heures de temps. Donc, on avait envie de dire beaucoup de choses, le contenu qui est vraiment associé au projet. Et donc, c'est une semaine exceptionnelle durant laquelle Provence Tourisme va prendre la parole autour des différents sujets qui sont évidemment dans le cadre du schéma et des orientations. On va avoir 2 volets dans cette semaine engagée. Un volet qu'on appelle B2B, c'est-à-dire professionnel, et un volet B2C qui est plutôt grand public. En B2B, on va avoir beaucoup de rendez-vous, donc il faut vraiment participer et il faut aller regarder pour ne rien rater. Donc on aura François Bélanger qui était là, qui a fait un sujet sur le télétravail, un article sur la stratégie d'accueil dans les espaces sensibles. On aura un webinaire sur les Jeux Olympiques avec Cédric Dufoy et puis un plateau sur l'expérience Provence. Et enfin, pour la partie grand public, on aura une semaine de rencontres authentiques, d'expériences, de reportages exclusifs et d'initiatives locales, donc à suivre évidemment sur les réseaux sociaux. Et puis un événement aussi en présentiel, en physique, dimanche prochain, le dimanche 13, avec un ramassage de déchets avec l'association Clean My Calanque à Caril-Rouet.
Alors ça, c'est une très belle initiative. Donc on la note et pour ne rien rater, rendez-vous sur le site myprovence.pro. Comme ça, vous avez tous les rendez-vous et vous ne ratez rien. Merci beaucoup Isabelle Brémond. On se retrouve Merci beaucoup. Dans quelques secondes avec Martine Vassal et Daniel Milon. Installez-vous pour le mot de la fin. Daniel Milon qui nous rejoint, Martine Vassal, donc présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille-Provence. Merci beaucoup de nous rejoindre. Merci pour votre invitation. Alors, nous allons évoquer avec vous le tourisme de demain. Quelle est la place du tourisme parmi les grands enjeux à venir sur notre territoire ? Bien, d'abord, merci pour cette invitation. Donc, je vois que vous avez, Madame la vice-présidente, je vous félicite. Il n'y a que des femmes sur le plateau. Donc, comme c'est la journée de la femme, bonne fête à toutes et à tous. C'est vrai. Donc, c'est vrai qu'on a une journée un peu. Vous avez choisi un jour un peu particulier pour faire votre compte rendu et votre nouvel engagement pour le futur. Symboliquement fort. En tout cas, c'est symboliquement fort aujourd'hui. Et je dirais que le tourisme, c'est un des piliers essentiels du développement de notre territoire. Le tourisme, c'est une des filières d'excellence que nous avons ici sur notre territoire. C'est une plage de choix qui lui est réservée, qui lui est donnée, de par les atouts du territoire, mais aussi parce qu'on y a beaucoup travaillé avec Daniel, aussi bien sur le département que sur la métropole, et également dans toutes les communes de ce territoire. Donc c'est une industrie que l'on ne peut pas délocaliser. Donc en ce moment, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, et nous voulons développer toutes ces filières avec des grands événements qui arrivent d'ailleurs sur le rugby, sur les Jeux Olympiques, mais aussi sur le tourisme fluvial. Tout à fait. Et ça, c'était quelque chose que nous avons développé il n'y a pas tellement longtemps, où en parallèle du développement du tourisme fluvial, nous développons également les aménagements de quais pour pouvoir accueillir également les bateaux. Donc il y a une vraie volonté, d'une vraie dynamique. Ce n'est pas la seule filière économique que nous ayons, mais c'est une filière économique qui a d'abord beaucoup souffert aussi, et il faut le dire, et donc je rends hommage à tous ceux et toutes celles qui ont tenu bon la barre, certainement aussi avec de l'aide des collectivités territoriales, l'aide du gouvernement qui est quand même assez exceptionnelle. Quand on regarde nos amis italiens, espagnols ou anglais, on s'aperçoit qu'ils ont eu quand même moins de chance dans ces domaines-là. Et aujourd'hui, on est sur un redémarrage une revenue des touristes. Alors on espère qu'on soit sorti définitivement de cette pandémie, on espère que les conditions internationales n'empêchent pas non plus d'aller aussi dans ce sens, mais en tout cas nous travaillons, et je sais que Madame Milon est à pied d'œuvre pour faire de ce territoire le plus attractif possible dans tous nos domaines que nous adorons, que ce soit la gastronomie, la viticulture, l'art, et tout ce qui peut nous attirer ici avec le bord de mer, avec les collines. Enfin, on a plein de choses à faire. On a beaucoup parlé de gastronomie justement tout à l'heure, et je sais que c'est un sujet important pour le département aussi. Et pour nous aussi. Sur le terrain, vous le sentez, ce redémarrage auprès des professionnels ? Alors, il n'est pas aussi net que ce qu'on peut penser. Aujourd'hui, on a eu pendant cette période de Covid une présence, comme je le disais, d'aides qui ont permis à beaucoup de pouvoir passer ce cap. Mais aujourd'hui, la dynamique, compte tenu des problématiques où ça continue, malheureusement, on sait qu'à partir du 14 mars, on n'aura plus besoin de passe vaccinal, sauf dans les transports, mais la reprise, elle n'est pas là. Je pense qu'il y a un problème, il faut redonner envie aux habitants à certains de venir ici, mais aussi déjà à ceux qui habitent ici de pouvoir ressortir. C'est vrai que quand vous arrivez dans un restaurant, vous êtes obligé de mettre un masque, vous vous déplacez, vous mettez le masque, vous avez peur de ce qui se passe autour de vous. C'est pas des conditions idéales pour pouvoir faire passer des moments conviviaux dans des endroits touristiques. Donc cette reprise, elle est pas nette.
et elle n'est pas claire. Mais seulement, il n'y a plus d'aide aujourd'hui. Donc c'est là où le poids des institutions joue énormément et nous devons être aux côtés de ces entreprises de tourisme. Et avec en plus maintenant, une fois qu'on est sorti de la pandémie, maintenant il y a la guerre aux portes de l'Europe, avec une augmentation des prix des matières premières qui est colossale, qui prouve notre dépendance aussi par rapport notamment au niveau de l'énergie. Donc je pense que là, moi j'ai demandé de réunir notre comité de gouvernance économique au niveau de la métropole pour qu'on puisse voir comment nous pouvons aider les entreprises à repasser ce nouveau cap qui va être quand même assez compliqué. Donc la reprise, il faut le dire, elle n'est pas encore là. On travaille pour faire des événements, pour attirer du monde, mais on va avoir besoin des institutions pour être aux côtés des entreprises pour encore les aider. Là vous êtes, en tout cas, vous travaillez pour être à leur côté à cette reprise et peut-être qu'effectivement la fin du pass vaccinal le 14 mars, du max, va peut-être nous donner envie de ressortir et de profiter de nos trésors parce qu'on a un territoire qui est rempli de trésors quand même. Ah ben ça, on en est persuadé. Magnifique. Voilà, alors, le plus beau du monde. Voilà, Madame Millon va vous dire que la plus belle commune, c'est Cassis. Chacun des maires dit qu'il est la plus belle commune, normal. Mais c'est vrai que c'est normal. Mais c'est vrai qu'on a un territoire de rêve, on a des atouts fantastiques au niveau de la géolocalisation, au niveau des températures, au niveau du climat, au niveau de tout. On a 2 gares TGV, on a un aéroport international, on a un aéroport low cost, on a vraiment on a des hôtels de qualité, on a plein de choses qui peuvent attirer des touristes ici, plus qu'ailleurs. Et d'ailleurs, on le voit, hein, en période normale, le nombre de touristes augmente de manière très forte et a augmenté au fil des années. Et donc c'est vrai que ces atouts, on les a, il faut qu'on les mette en valeur. C'est le rôle de Provence Tourisme, c'est ce que fait très bien Provence Tourisme au niveau du territoire, au niveau du département, sous le contrôle de Madame Millon, qui a la chance d'avoir cette double délégation, cette délégation à la métropole et au département, et qui arrive à coordonner ces actions pour mettre en avant ces magnifiques atouts. Alors justement, Madame Millon, il s'est dit beaucoup de choses ce matin. Qu'avez-vous pensé de ces échanges ? Des échanges extrêmement riches. Encore une fois, vous avez senti la passion et l'élan qu'il y avait dans nos propos et le travail qui a été fait avec tous les maires, les collectivités, les institutions, le département évidemment et la métropole. On a de la chance, c'est la même femme. Pour aujourd'hui, ça s'impose avec cette date du 9 mars. Mais c'est tout le temps. Elle est tout le temps sur le terrain. Je peux vous dire qu'elle est... Il y a une très grande complicité entre nous. Donc, et une très grande aide de la part du département et de la métropole. Donc, eh bien, le schéma, ça y est, il est parti aujourd'hui avec vous, grâce à vous et grâce à tous ceux qui ont travaillé sur le département, les maires, tous les professionnels du tourisme. Nos 2 sites, ça y est, ils ont commencé à fonctionner, les nouveaux sites. Et puis maintenant, dans les jours qui viennent, ce sont les événements dont vous parlez la présidente à l'instant qui vont démarrer. Et bien sûr, on va commencer par MPG. On reparle de gastronomie, évidemment. Ben oui. Fois, voilà. Et on reprend les mêmes et on recommence différemment avec en toile de fond le développement d'un tourisme durable, absolument, essentiellement. Ce tournant, nous l'avons pris grâce peut-être à la réflexion pendant la pandémie. Oui, bien sûr. Et tout ça, ça nous a semblé indispensable. Alors ensuite, eh bien, la présidente vous a parlé du tourisme fluvial, oui. C'est pour novembre 2022, les rencontres du tourisme fluvial en Arles. Ça va être formidable. Et là encore, la mise en place dans les 4 ports concernés par le tourisme fluvial, d'un tourisme durable, une mobilité douce, la mise en valeur de la culture, du sport, tout cela, ça va de pair, ça se conjugue aussi avec, Madame la Présidente, tous les déchets que nous aurons à recycler. Vous voyez, c'est vraiment une politique générale. Le tourisme est très transversal. Ensuite, nous avons la Coupe du Monde de rugby. Alors moi, j'ai reçu à Cassis, pendant 15 jours, je vous le disais, en aparté, l'équipe de France de rugby. Quel bonheur que j'adore le rugby. J'adore le rugby parce que c'est un sport d'équipe.
et de faire de la politique. C'est un sport terriblement dur, d'équipe aussi, et la mise en place sur un territoire, aussi beau soit-il, et nous sommes tous convaincus, vous l'avez compris, que c'est le plus beau du monde, alors c'est aussi un sport, mais il faut aller dans la précision, dans le raffinement et dans la qualité, juste à la hauteur de ce merveilleux territoire. D'ailleurs, vous m'avez dit qu'ils avaient envie de revenir. Pardon? Vous m'avez dit qu'ils avaient envie de revenir à Castille. Ah mais oui, vous êtes resté sur le 15 de France, moi je suis passée. Moi je suis restée sur les rugbyman, je sais pas pourquoi. Mais ils vont revenir, bien sûr, ils ont été séduits et séduits aussi par les vraies valeurs des endroits qui les ont accueillis. Entre autres la Légion, tiens, vous voyez, ils sont allés travailler à la Légion, le rugby. Et puis ensuite, donc, nous attaquons avec la préparation aux Jeux Olympiques quand même en 2024. Et vous serez d'ailleurs invité prochainement à un workshop sur que nous organisons avec toutes les directions associées à notre schéma du conseil départemental. Et puis, Madame la Présidente, grâce au travail que vous avez mené, que nous avons mené avec vous, il va y avoir la mise en place, l'application de la loi 3DS, et le tourisme est directement concerné. Voilà, donc moi je voulais vous dire merci à tous, merci Madame la Présidente, mais merci aussi aux équipes qui ont travaillé, merci à tous ceux qui nous ont aidés pendant ces longs mois à monter ce schéma, donc sur tout le territoire du département. Alors, nous avons besoin de vous tous pour que ça marche, parce qu'il n'y a que quand on conjugue à plusieurs et en équipe que ça marche. Donc, je compte bien sur vous. Nous mettons en place une nouvelle organisation touristique. Nous mettons en place un schéma touristique durable, juste en reflet de ce territoire d'exception qui est notre diamant brut que nous voulons protéger, mais aussi l'économie qui en découle et le partage avec la population, la prise en charge de ce tourisme par la population qui n'est pas toujours d'accord quand il y a trop de monde. Hein. Voilà, donc je vous remercie tous pour que cette expérience Provence devienne unique au monde, hein, parce que tout ce que nous allons mettre en place, personne ne l'a fait. Et nous piquons aussi les bonnes idées aux autres, hein, donc on l'a vu tout à l'heure, Caroline. Avec Barcelone notamment. Je vous remercie vraiment pour votre engagement, je vous remercie pour votre complicité, tous. Je vous remercie pour tout ce que nous allons faire ensemble déjà pour le travail partagé et pour qui n'a d'égal que la beauté de notre territoire. Voilà. Merci à vous. Daniel Milon. Martine Vassal, le mot de la fin, il est pour vous. Avez-vous un message à faire passer aux professionnels qui nous écoutent, qui nous regardent? Bien oui, je dis aux professionnels, tenez bon, on est là à vos côtés et de toute façon on ne vous lâchera pas parce que, bon, nous on le sait, hein, vous êtes les meilleurs du monde et c'est normal qu'on soit à vos côtés. En tout cas, on développera toutes les parties qui permettront de vous faire encore mieux travailler et que nous soyons ensemble très longtemps pour justement préparer ce devenir et continuer dans nos débats, dans nos contrats stratégiques et qu'on se retrouve l'année prochaine avec, je l'espère, un meilleur bilan et un bilan qui soit encore plus beau. On dit, on aime moins qu'hier, plus que demain, mais ce qui est sûr, c'est que nous, on vous adore. Tenez bon, on est avec vous. Merci beaucoup, merci mesdames. Merci c'est un plaisir d'être avec vous en ce 8 mars, en cette journée des droits des femmes. Mesdames. Bonne fête, merci à vous toutes et tous pour votre attention, vos questions. Merci à nos invités qui se sont succédés ici. Je vous souhaite une bonne journée.